Bonjour, nous allons passer à la deuxième partie du thème 5. Cette fois-ci, en allant un petit peu plus dans le détail des différents compartiments du tube digestif. Donc on va aborder successivement la digestion dans la cavité buccale, le transfert dans l'œsophage, qu'est-ce qui se passe dans l'estomac et dans l'intestin, et on terminera sur les mécanismes d'absorption dans l'intestin. Les polycopiés sont déjà complétés, mais par contre, vous pouvez essayer de souligner les mots qui sont en gras, qui correspondent aux mots-clés à bien comprendre. Donc ce thème est assez facile, hein, ça reste une petite histoire chronologique. Donc on a vu que l'indigestion commençait par la cavité buccale, qui sert également à l'ingestion, à la prise alimentaire. Et donc dans la cavité buccale, vous allez à la fois réaliser une digestion mécanique et chimique de vos aliments. Alors comment on fait la digestion mécanique? Tout simplement grâce à nos mâchoires qui sont adaptées à un régime omnivore chez l'homme. Donc en général on exprime la formule dentaire en utilisant juste une demi-mâchoire. Donc nous avons deux incisives donc qui vont servir essentiellement à couper les aliments. Ensuite vous avez une canine qui va servir donc à déchirer les aliments. Vous avez des prémolaires ici sur le côté donc qui vont servir à scier les aliments, donc plus un mouvement de cisaillement. Et enfin vos molaires qui sont au fond vont permettre de broyer les aliments. Donc les mâchoires sont mises en mouvement grâce à des muscles que vous pouvez sentir si vous essayez de bouger un petit peu votre mâchoire. Et vous voyez qu'au niveau de votre front, ça peut bouger. Donc vous avez un muscle qui est temporal, qui est du coup sur les tempes, hein, à côté des oreilles, qui va vous permettre de faire des mouvements de la mâchoire qui est rattaché à la mâchoire supérieure. Et puis vous avez le muscle masséter qui lui est rattaché à la mâchoire inférieure et qui vont permettre donc de fermer la bouche. Donc ici vous avez une première action qui va permettre de réduire les aliments en petits morceaux. Tout simplement, donc chaque espèce après de mammifères va avoir une dentition qui va être adaptée à son régime alimentaire. Et nous sommes assez omnivores maintenant, enfin ça va peut-être changer, et donc nous avons ce type de dentition. Donc la digestion mécanique repose sur la mastication, donc il y a les dents, les muscles masticateurs qui mettent en mouvement la mâchoire, et bien évidemment la langue qui va servir également à mélanger les aliments. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ça, pour ceux qui vont faire IAB, c'est important. Donc pour tout ce qui est perception des aliments. Donc sur la langue, elle ne sert pas uniquement à mélanger les aliments, vous avez des petites papilles, c'est des petites protubérances. Et parmi ces papilles, certaines sont pas du tout sensorielles et d'autres sont sensorielles, c'est-à-dire qu'elles contiennent à l'intérieur, si on pouvait zoomer en microscopie, donc c'est ce qu'on voit ici, on voit plusieurs bourgeons du goût. Donc au sein d'une papille, on a plusieurs bourgeons du goût, et ces bourgeons du goût, ce sont des ensembles de petites cellules ici, qui ont une extrémité qui va former un nerf, donc un axone qui va former un nerf, et ces cellules sensorielles, elles sont capables de détecter donc certaines molécules qui sont dans les aliments et qui vont nous conférer une certaine qualité à l'aliment, donc soit sucré, soit salé, soit acide, soit amer. Donc il y a eu une théorie comme quoi donc les bourgeons du goût étaient spécialisés pour la détection de certaines molécules et que notamment à l'extrémité de la langue vous aviez surtout des bourgeons du goût qui étaient spécialisés dans la détection du sucré. Sur le côté c'était les salés, au milieu sur les côtés l'acide et vers le fond de la langue l'amer. Et il y a toute une zone là de la langue qui serait neutre. Alors ça, c'est de plus en plus remis en compte par les scientifiques et on pense que les bourgeons du goût peuvent détecter en fait plusieurs types de caractéristiques qui peuvent à la fois détecter le sucré et le salé. Donc on estime qu'on a à peu près 3000 bourgeons du goût sur la langue, ce qui est relativement peu puisque certaines espèces qui doivent peut-être être plus sensibles à la détection de molécules dangereuses en ont plus, comme par exemple les antilopes. Donc la langue va aussi avoir un rôle sensoriel au-delà de la digestion mécanique. Donc la bouche va enfin servir à la digestion chimique, et la digestion chimique va se réaliser grâce à la sécrétion de salive.
Alors vous avez des glandes salivaires qui sont derrière l'oreille, là, qui vont se déverser par un canal puisque c'est une glande exocrine dans la bouche. Et vous en avez deux en dessous dans la mâchoire inférieure. Donc la glande sublinguale, elle est sous la langue comme son nom l'indique, et la glande sous-maxillaire qui est sous la mâchoire comme son nom l'indique. Et donc le canal n'est pas représenté, mais elles se jettent, leur sécrétion se jette dans la bouche. Donc la salive, on en sécrète à peu près 1 litre par jour. Donc cette eau va être réabsorbée par le tube digestif parce que sinon on se viderait également de notre eau par le système digestif. Et dès que vous commencez à mastiquer vos aliments, vous allez avoir une détection par les cellules du palais, ce qui va induire un réflexe de sécrétion des glandes salivaires. Et donc ce réflexe, vous ne le contrôlez pas. Donc c'est le système nerveux autonome qui va déclencher la sécrétion par les glandes salivaires. Donc vous voyez que ça peut être des glandes qui sont les cibles du système nerveux et pas que les muscles. Et le système nerveux ortho et parasympathique vont stimuler la sécrétion. Donc que vous soyez au repos ou que vous soyez en activité, en cas de fuite, vous avez une stimulation de vos glandes salivaires. Donc là, du coup, c'est une exception à cet antagonisme. Pour la salive, les deux l'activent. Dans la salive se trouvent deux types de molécules. Des molécules qui vont avoir vraiment un rôle enzymatique. Donc je vous rappelle que des enzymes, ce sont des protéines qui sont capables d'accélérer des réactions d'hydrolyse, notamment pour ce qui est de la digestion. Ça peut être d'autres réactions, mais dans la digestion, c'est souvent des réactions d'hydrolyse. Et donc, si vous avez certainement fait ça quand vous étiez au collège, mettre une mie de pain avec de la salive, et vous constatez que la mie de pain est plus facilement digérée en présence de salive qu'en présence d'eau. Donc ça veut dire qu'il existe quelque chose dans la salive qui facilite la digestion. Donc en fait, ce que vous avez dans votre salive, c'est une enzyme qui est notamment capable d'accélérer la vitesse de dégradation de l'amidon. Et donc l'amidon va être coupé en plus petites molécules. Donc l'amidon, c'est un polysaccharide qui est, si je reprends les termes de Monsieur Sinclair, donc qui est formé de grandes quantités de molécules de glucose liées de manière covalente. On a dit que c'était un gros polymère de glucose. Et quand il va être dégradé par l'amylase, ça va faire des dextrines. Alors c'est aussi le terme d'oligosaccharide que vous avez utilisé en biochimie. Donc des dextrines, ce sont des petits polymères de glucose. Et puis ça peut former aussi des disaccharides comme le maltose, qui est formé en fait de 2 glucoses. Donc l'amylase, elle fait partie d'une grande catégorie d'enzymes qui sont capables de dégrader les molécules de sucre, donc on appelle les glucidases. Donc vous avez de l'amylase dans votre salive, donc qui va participer à la digestion chimique. La salive, elle va être composée d'enzymes. Donc les enzymes, elles participent à la digestion chimique. Donc la plus importante, c'est l'amylase salivaire. Donc elle est capable de reconnaître non seulement le glucose, mais vous pouvez aussi manger des muscles. Enfin, quand vous mangez une bavette, il peut y avoir des stocks de glycogène à l'intérieur, dans le foie par exemple. Le glycogène, c'est aussi un polymère du glucose, et donc il va aussi être dégradé par l'amylase, et du coup ça va donner des plus petits glucoses, des plus petits glucides qui sont donc les dextrines et le maltose. Alors ensuite, vous avez donc des enzymes qui sont capables de digérer les triglycérides, et ces enzymes qui sont capables d'accélérer la vitesse de réaction des triglycérides, c'est ce qu'on appelle les lipases. Donc comme elles viennent de la bouche, on appelle ça les lipases linguales. Donc je vous rappelle qu'un triglycéride, c'est une molécule de glycérol associée à 3 acides gras, et donc les lipases vont être capables de couper la liaison ester entre le glycérol, sa fonction alcool, et puis un acide gras, et donc ça va libérer un acide gras dans le milieu, et former un diglycéride, puisqu'il n'y a plus que 2 acides gras liés de manière covalente au glycérol. Et puis elle peut également poursuivre la digestion en libérant davantage d'acides gras, et donc former un monoglycéride et 2 acides gras qui sont libres en hydrolysant cette réaction. Donc dans la salive, vous avez aussi la lipase linguale qui va être spécialisée dans la digestion chimique des triglycérides pour former de l'acide gras et du glycérol.
Donc il n'y a pas que des enzymes dans votre salive. Vous avez également des solutions qui vont un peu limiter l'acidité des aliments dans votre bouche. Donc vous avez des solutions tampons. Donc par exemple si vous mangez des citrons, ça peut attaquer vos dents. Et donc du coup vous avez des solutions tampons qui vont favoriser tout ça. Enfin qui vont bloquer l'action de dégradation des dents. Vous avez de l'eau qui va permettre déjà de mettre en solution les enzymes et le composant de la salive et d'humidifier vos aliments si vous mangez quelque chose de très sec. Notamment par exemple les rats qui mangent des aliments très secs ont des glandes salivaires très importantes pour permettre justement d'humidifier ces aliments. Vous avez les enzymes, celles qu'on vient de voir, l'amylase, la lipase, et puis vous avez un mucus qui va permettre de protéger en fait votre bouche et qui va rendre la salive un peu visqueuse, pâteuse. Et enfin, vous avez peut-être pas encore commencé les cours d'immuno, mais vous avez des anticorps qui vont être synthétisés, qui vont permettre donc d'avoir un rôle antibactérien contre les aliments que vous allez consommer qui contiennent des micro-organismes. On ne mange pas en général de la nourriture stérile, même si elle a été contrôlée au niveau qualité pour éviter qu'il y ait des agents très pathogènes à l'intérieur. Voici donc pour le fonctionnement de la cavité buccale. Alors maintenant, nous allons voir les mécanismes de propulsion des aliments au niveau du pharynx, qui est donc le carrefour entre la trachée et l'œsophage, et les déplacements dans l'œsophage. On a déjà vu un petit peu ça dans l'introduction. Donc le pharynx, il est ici. C'est la zone donc de carrefour entre la trachée qui est à l'avant, qui va mener au poumon, et l'arrière, qui est l'œsophage, qui va mener donc à l'estomac. Donc vous avez une petite lamelle de cartilage qui s'appelle l'épiglotte, qui est généralement relevée, ce qui fait que quand vous respirez par votre nez, l'air peut rentrer dans la trachée et donc vous pouvez faire des mouvements d'inspiration et d'expiration. Lorsque vous allez déglutir, donc c'est un mouvement volontaire, il va y avoir fermeture de l'épiglotte et donc ça va venir obstruer la trachée. Sauf si vous avez les travers. Si vous avez avalé de travers, c'est que l'épiglotte ne s'est pas rabaissée. Et donc du coup, les aliments ont pu aller dans la trachée. Donc si l'épiglotte est rabaissée, vous allez avoir uniquement une seule voie de sortie du pharynx, c'est l'œsophage. Et donc je vous rappelle que le transfert des aliments est réglé par des sphincters. Et donc là, vous avez un sphincter qui va s'ouvrir au niveau de l'œsophage et qui va donc laisser passer les aliments à l'entrée de l'œsophage. Et donc une fois que ce sera dans l'œsophage, vous allez avoir un déplacement des aliments par un mécanisme involontaire de la paroi de l'œsophage. Donc ce sont des muscles lisses de la paroi de l'œsophage qui vont assurer le déplacement par contraction, relaxation successive, ce qu'on a appelé le péristaltisme. Et donc au début de l'estomac, vous avez un sphincter qui va s'ouvrir et qui va permettre donc d'acheminer les aliments à l'intérieur de l'estomac. S'il y a quelqu'un qui avale de travers justement et qui obstrue les voies respiratoires, la première chose à faire, c'est donc de le pencher vers l'avant en lui mettant la main sur les bras et donc de lui taper dans le dos 5 fois pour essayer donc justement de faire ressortir la particule qui est coincée. Et si ça marche pas, donc il faut faire la manœuvre d'Heimlich qui est donc de le prendre, vous voyez, sous les côtes et sous les coudes et d'appuyer vers le haut en fait l'appareil digestif pour repousser finalement les aliments. Donc avant l'œsophage, vous avez le pharynx. Le pharynx, donc c'est un carrefour entre l'œsophage et la trachée. Et lorsque vous allez déglutir, du coup, votre trachée va être bloquée par l'épiglotte. Donc c'est du cartilage. Et ensuite, les aliments vont rentrer par le sphincter œsophagien dans l'œsophage et se déplacer vers l'estomac par le péristaltisme. Donc l'œsophage, on avait vu ça déjà au premier semestre en histologie, il n'a pas d'activité enzymatique et d'absorption. Et donc chez la grenouille, on avait vu qu'il y avait des cils et beaucoup de mucus qui facilitaient le déplacement des aliments. Donc voici pour l'œsophage, c'est beaucoup plus simple. Donc l'estomac, il peut stocker vos aliments et il va assurer la digestion mécanique et chimique des aliments. En général, il n'y a pas d'absorption des nutriments qui sont formés par digestion, sauf éventuellement l'alcool qui arrive à pénétrer donc à travers la paroi intestinale dans
les vaisseaux sanguins. Et donc, du coup, c'est pour ça que vous avez un effet relativement rapide de l'alcool qui va se distribuer très rapidement finalement dans la circulation sanguine et pouvoir avoir des effets au niveau du système nerveux. Donc, si on regarde la paroi de l'estomac, il est donc ouvert et régulé à son entrée par un sphincter qu'on appelle le sphincter œsophagien et régulé à sa sortie par un autre sphincter qui communique avec l'intestin grêle. Le duodénum est la première partie de l'intestin grêle, c'est le sphincter pylorique. Et donc dans la paroi de l'estomac, qui est très musculeuse, on le verra, on a des replis vers l'intérieur, comme ça, ce qu'on appelle des cryptes, ou donc des glandes. Donc ces cryptes et ces glandes, ce sont donc des replis de la paroi, et dans la crypte, vous avez différents types de cellules qui vont avoir un rôle dans la digestion chimique des aliments. Donc, en plus de ces cryptes, sous les cryptes, vous avez du coup des muscles qui vont permettre la digestion mécanique. Et donc, une fois que les aliments seront digérés à l'entrée, dans l'estomac, ils vont sortir donc par le sphincter pylorique pour rejoindre le duodénum. Donc, on va voir déjà comment se réalise la digestion mécanique. Donc, la digestion mécanique, elle repose sur des muscles qui constituent la paroi de l'estomac. Donc, on avait vu que c'était la musculeuse. Et donc là, dans le tube digestif au niveau de l'estomac, vous n'avez pas 2 tuniques de muscles lisses, mais 3. Donc, par exemple, dans l'intestin, on avait vu qu'il y avait une tunique longitudinale et une tunique circulaire. Et là, il y en a une 3e qui se rajoute, une tunique oblique, ce qui montre l'importance en fait de la musculeuse de l'estomac pour la digestion mécanique. Donc ces muscles lisses, ils vont être régulés par le système nerveux, et donc ça c'est assez logique par rapport à ce qu'on avait vu. Quand vous êtes au repos, vous digérez bien. Par contre, quand vous êtes en stress, vous digérez mal. Alors pourquoi ? Parce que quand vous êtes au repos, c'est le système parasympathique qui est en activation dans votre corps, et le système parasympathique, qu'est-ce qu'il fait ? Il stimule le fonctionnement des muscles lisses, et donc vous allez bien digérer, bien mastiquer, bien écraser les aliments au sein de votre estomac. Par contre, quand vous êtes en activité physique, c'est le système orthosympathique qui se met en route, et donc le système orthosympathique, il a un effet inhibiteur sur la musculeuse, et donc du coup, vous allez moins bien digérer. Donc c'est le système nerveux moteur autonome qui régule ça, vous ne le contrôlez pas. Et donc le système nerveux parasympathique, lui, va stimuler la contraction de l'estomac, donc va favoriser la digestion, alors que le système orthosympathique va l'inhiber. Alors pour la digestion mécanique, ça repose donc sur les cryptes, sur les glandes exocrines que vous avez à l'intérieur de la paroi. Donc les glandes exocrines, elles vont sécréter des molécules et de l'eau qui vont se retrouver donc dans la lumière de l'estomac. Elles vont donc ça va être acheminé par ces petits conduits à la lumière de l'estomac qui est là. Et donc ça va favoriser la digestion chimique. Alors comment ça peut favoriser la digestion chimique ? Parce que ça contient des enzymes et du HCl. Donc vous savez tous que votre estomac est acide. Pourquoi ? Parce qu'il y a des cellules qu'on appelle les cellules pariétales, qui sont en orange ici, qui vont sécréter de l'acide chlorhydrique, du HCl. Et donc du coup votre pH va être à peu près diminué à 1,3. Et ensuite vous avez d'autres cellules qui vont sécréter des enzymes. Donc ce sont ce qu'on appelle les cellules principales. Et les cellules principales, elles vont synthétiser en fait un précurseur d'enzyme, le pepsinogène. Et sous l'effet du HCl, le pepsinogène va être clivé en pepsine, et la pepsine est une protéase, c'est-à-dire qu'elle va entamer la digestion des protéines qui n'avaient pas été entamées dans la salive. Donc ça, ce sont les 2 principales cellules qui ont un rôle dans la sécrétion du suc gastrique. Et puis vous avez aussi des cellules à mucus, qui sont des cellules qui vont sécréter du mucus, comme ce qu'on avait vu dans l'estomac, dans l'intestin, et qui vont avoir un rôle de protection de la muqueuse, donc de l'épithélium, puisque il est acide et il ne faut pas que l'acide s'attaque aux cellules. Donc résumons ça. Vous avez donc plusieurs constituants du suc gastrique, donc, et plusieurs types de cellules. Donc de l'acide chlorhydrique, sa fonction, ça va être d'acidifier le suc gastrique. Donc le pH, il est entre 1,5 et 3,5. Donc la fonction de l'acidité, ça va être déjà de commencer la digestion des aliments. Parce que l'acide chlorhydrique, c'est un catalyseur chimique qui va être capable du coup de dégrader
certains composants des aliments, notamment tous les espaces entre les cellules qui est formé de liquide extracellulaire et de matrice extracellulaire. Et puis l'autre fonction, c'est un rôle antiseptique, hein, ça va tuer les bactéries et les virus. Donc ça, c'est la première fonction. Son autre fonction à la cyclohydrique, c'est que ça va être d'activer donc des enzymes. Et donc les enzymes qui vont être activées par la cyclohydrique, ce sont les pepsines. Alors les pepsines, ce sont des protéases, donc qui vont hydrolyser les protéines en peptides plus courts. Donc les protéines, ce sont des acides aminés qui sont là, liés de manière covalente. Et donc cette chaîne d'acides aminés liés de manière covalente va être hydrolysée en plus petites chaînes qu'on appelle des polypeptides. Et cette hydrolyse, elle est catalysée par la pepsine. Et donc la pepsine, elle est initialement inactive, elle est synthétisée sous forme d'un précurseur inactif. Alors pourquoi? Parce que sinon la pepsine digérerait les protéines à l'intérieur de la cellule, puisque c'est une peptidase, une protéase. Donc ça va être sécrété sous forme d'un précurseur inactif, le pepsinogène, et le HCl va donc cliver le pepsinogène en pepsine, ce qui va permettre de la rendre active. Et après, ce qu'il faut voir, c'est que la pepsine est elle-même capable de cliver le pepsinogène en pepsine, donc on va avoir une réaction de rétroaction positive, c'est-à-dire ça va s'auto-amplifier. Donc à partir d'un tout petit pool de pepsinogène et de HCl, on va avoir plein de pepsine qui va devenir fonctionnelle. Alors ce qui est intéressant avec la pepsine, c'est qu'elle est capable d'être active à un pH de 1,5-3,5, alors que la plupart des enzymes de notre corps fonctionnent plutôt à pH 7. Donc elle a une structure tridimensionnelle qui lui permet d'être active à un pH aussi faible. Donc il y a d'autres enzymes qui ne sont pas inscrites sur ce schéma. Notamment, vous avez une lipase qui va être capable d'entamer ou de continuer la digestion des triglycérides qui vont être aussi synthétisés par les cellules principales. Donc les cellules principales, ce sont celles qui sécrètent les enzymes. Et puis vous allez avoir des cellules à mucus, donc qui sont des cellules qui vont sécréter le mucus pour les trois principales fonctions exocrines, donc du mucus, de l'acide chlorhydrique par les cellules pariétales, et du pepsinogène et de la lipase gastrique par les cellules principales. Et donc, il faut savoir qu'il y a également une sécrétion d'hormones. Elles vont pas dans le suc gastrique, les hormones. Elles vont être sécrétées dans le sang. Donc, il y a des vaisseaux sanguins qui circulent ici, qui sont pas représentés. Et ces cellules endocrines vont sécréter la gastrine. Et la gastrine va se déplacer dans le sang pour aller stimuler les cellules pariétales et favoriser la sécrétion d'acide chlorhydrique. Donc vous avez des hormones qui sont sécrétées par l'estomac, qui agissent sur l'estomac pour favoriser la sécrétion d'acide chlorhydrique lorsque vous avez donc une arrivée d'aliments dans votre estomac. Une fois que les enzymes ont agi, que l'acide chlorhydrique a agi, vous avez formation de ce qu'on appelle le chyme, qui est donc gastrique puisqu'il est produit dans l'estomac et qui est acide puisqu'il contient du HCl, des fragments de protéines, de lipides et de sucre. Et donc la digestion a déjà été entamée et ce chyme gastrique est déversé dans l'intestin. Nous allons voir la digestion maintenant et l'absorption dans l'intestin grêle. Donc chez l'homme, l'intestin grêle va jouer à la fois un rôle dans la fin de la digestion chimique des aliments. Il y a un petit peu de digestion mécanique qui se poursuit par les mouvements de péristaltisme de l'intestin. Et ça va surtout jouer un rôle dans l'absorption des nutriments qui ont été formés. Donc c'est un tube qui est relativement court par rapport à certains herbivores. Il mesure à peu près 6 mètres et il est divisé en 3 parties. Donc le duodénum, le jéjunum et l'ilion. Donc celle qu'on étudie le plus en général, c'est le duodénum, parce que c'est la partie la plus active dans la digestion chimique et dans la réabsorption. À l'intestin grêle, déjà, on a déjà vu un petit peu son organisation en histologie. Il a une structure qui est surtout adaptée à sa fonction d'absorption et par la présence de glandes qui vont se jeter à l'intérieur de l'intestin, il est aussi adapté à sa fonction de digestion chimique. Alors, l'intestin grêle, il forme de nombreux replis. Donc, il est constitué au niveau de sa paroi des 4 couches qu'on a déjà vues. Donc, la séreuse, qui est la couche la plus externe, la musculeuse, qui est formée de 2 tuniques de muscles lisses, longitudinales et circulaires. Et ensuite, vous avez la sous-muqueuse et la muqueuse. La muqueuse, elle est représentée en rose. Et la muqueuse, en fait, elle est formée de replis, comme ça. Si on regarde, ça fait des replis, ce qu'on appelle des replis circulaires. Et sur ces replis circulaires, vous voyez qu'il y a d'autres petits replis en forme de doigts,
qui sont représentés ici. Et ces replis, c'est ce qu'on appelle les villosités. Donc du coup, ça permet d'augmenter la surface d'échange. Donc on peut distinguer en fait 3 niveaux de repliement qui vont permettre d'augmenter la surface d'échange et faciliter du coup l'absorption. Donc déjà, la muqueuse sont des replis circulaires qui vont vers le tube digestif, donc ces grosses vagues qu'on a là. Ensuite, sur ces replis, vous trouvez des villosités qui sont des formes de doigts, donc qui font que 1 mm de long, qu'on voyait quand on regardait la coupe en microscopie optique. Et donc à l'intérieur de ces doigts circulent des vaisseaux sanguins qui vont donc récupérer les nutriments qui vont être absorbés à travers l'épithélium de la paroi du tube digestif. Donc on a des vaisseaux sanguins et des vaisseaux lymphatiques qu'on appelle des chylifères. Donc on a de la lymphe qui circule et la lymphe elle est très perméable. Les vaisseaux sont plus perméables et elle aime bien les lipides, donc elle va plutôt prendre en charge les lipides. Donc ça c'est le deuxième niveau de repliement, les villosités. Et après, je ne sais pas si vous vous rappelez ce qu'on a fait en histologie, sur la surface des entérocytes qui sont là, vous avez une bordure réfringente. Et cette bordure réfringente, je vous ai dit que ça correspondait en microscopie électronique. Donc si on zoome sur un entérocyte qui est là, sa petite cellule rectangulaire, donc on la retrouve là, on a en fait des replis de la membrane plasmique qui permettent d'augmenter la surface d'échange avec un 3e niveau de repliement, et ces replis, c'est ce qu'on appelle les microvillosités. Donc le 3e niveau de repliement, ce sont les microvillosités. Donc ces microvillosités, ils sont présents sur les entérocytes, qui sont donc les premiers types de cellules qui bordent qui constituent l'épithélium de l'intestin. Et les entérocytes, leur fonction, donc, ça va être essentiellement de réaliser l'absorption des nutriments. Donc, ils vont être prélevés les nutriments dans la lumière du tube et amenés au niveau des vaisseaux sanguins qui sont dessous ou des vaisseaux lymphatiques. Donc, les aliments ne peuvent passer que à travers les cellules et pas entre la cellule parce qu'il y a des jonctions serrées entre les cellules qui évitent que les aliments passent entre les cellules. Donc ça va permettre aux aliments d'être triés et donc aux échanges d'être régulés. Donc les microvillosités, ce sont des extensions de la membrane plasmique qui sont maintenues sous cette forme grâce au cytosquelette. Vous avez dû voir ça en biologie cellulaire, de l'actine. Et donc l'actine, elle se dépose en faisceau comme ça parallèle et ça permet à la membrane de décrire ses invaginations. Donc les entérocytes, ce sont les cellules absorbantes, qui constituent donc, par leur repliement en microvillosité, le 3e niveau de repliement. Ensuite, on a vu qu'il y a des cellules caliciformes. Donc ce sont des cellules en forme de boule, là, qu'on a ici, qui sont là, vides. Et donc ces cellules caliciformes, elles sécrètent du mucus sur la paroi de l'intestin, et ça va protéger de l'acidité, et ça va favoriser également l'absorption. Et ensuite, elles ne sont pas représentées sur ce schéma, mais vous savez vous devez savoir qu'il existe aussi des cellules endocrines qui vont détecter l'arrivée des aliments et qui vont stimuler le foie et le pancréas, dont on va voir la fonction plus tard, qui sont impliquées dans la digestion chimique. Donc, contrairement à ce qu'on a vu chez la grenouille, je vous avais dit qu'il y avait des cellules qui se divisaient ici dans l'épithélium pour renouveler les cellules qui étaient mortes. Chez l'homme, en fait, l'intestin forme des replis vers l'intérieur, qu'on appelle les cryptes. Ces replis vers l'intérieur contiennent des cellules souches qui vont donc se diviser activement, puis après qui vont se déplacer vers le haut, en suivant ma flèche ici, et du coup elles vont remplacer les cellules qui vont mourir, puisque régulièrement votre épithélium intestinal est agressé par l'acidité, par les aliments, et donc il y a des cellules qui meurent, qui se retrouvent dans les selles, et donc du coup il faut les remplacer. Et donc ce sont ces cellules souches dans les cryptes qui vont renouveler ces cellules. Donc on estime quand même qu'on perd à peu près 2 × 10 puissance 10 cellules par jour, et donc du coup que les cellules souches renouvellent plus de 1 milliard, ça fait 20 milliards de cellules par jour chez l'homme. Donc en gros, 4 cellules, les entérocytes à rôle d'absorption, les cellules caliciformes qui ont un rôle dans la protection, les cryptes qui contiennent les cellules souches et qui vont permettre donc de renouveler,
Et puis, il y a des cellules endocrines qui vont permettre de harmoniser le fonctionnement du foie avec l'intestin, et celui du pancréas également avec l'intestin. Donc nous en arrivons justement à quelles sont les fonctions du foie et du pancréas, puisqu'on a vu que c'était deux glandes annexes qui se jetaient dans l'intestin grêle au niveau du duodénum. Donc ce sont des glandes exocrines qui vont libérer leur contenu par l'intermédiaire d'un canal dans la lumière de l'intestin. Et donc ces glandes, elles vont avoir un rôle dans la digestion chimique pour ce qui est du pancréas, où elles vont tout simplement faciliter la digestion chimique pour ce qui est du foie, parce que le foie ne contient pas d'enzymes. Par contre, il va sécréter la bile qui a un rôle dans l'amélioration de la digestion. Donc il y a deux glandes, le foie et le pancréas, qui se jettent dans l'intestin, donc qui sont des glandes externes à l'intestin. Et puis la paroi de l'intestin elle-même contient une glande, donc qui sont dans la sous-muqueuse, donc dans la couche dessous l'épithélium avec les villosités. Et ces glandes de la sous-muqueuse sécrètent également des enzymes qui vont avoir un rôle dans la digestion chimique. Donc dans votre intestin se jettent trois sécrétions, c'est le carrefour de trois sécrétions, le foie, le pancréas et les glandes de la sous-muqueuse. Et donc toutes les trois vont se coordonner, ces trois sécrétions, pour terminer la digestion chimique des aliments. Donc vous pouvez souligner sur votre polycopier, donc le duodénum c'est un carrefour qui va recevoir par l'intermédiaire de canaux, puisque ce sont des sécrétions exocrines, donc trois sécrétions. Les sécrétions du pancréas, bon, bien sûr exocrines, puisque le pancréas endocrine se jette dans le sang. Les sécrétions du foie, qui va sécréter la bile, qui va être stockée dans la vésicule biliaire. Et puis ça va recevoir également les sécrétions des glandes de la paroi du duodénum, qui sécrètent le suc intestinal. On va juste reprendre rapidement quelles sont ces trois sécrétions. Donc le foie, c'est un organe épurateur du sang, et donc il va élaborer la bile qui va être stockée dans la vésicule biliaire. Donc votre foie il est là. Il y a un petit canal qui permet d'acheminer la bile élaborée par le foie dans la vésicule biliaire, et la vésicule biliaire elle stocke la bile, et quand il y en a besoin, la bile elle est libérée dans le canal cholédoque et elle se déverse dans le duodénum. Alors quelle est la fonction de la bile? Alors la bile, vous avez sa composition ici. Elle contient de l'eau, elle contient des sels biliaires, elle contient des pigments biliaires comme la bilirubine et des acides gras, cholestérol par exemple. Donc ce qui est important, ce sont les deux, ce sont les sels biliaires et les pigments biliaires comme la bilirubine. Les hématies, elles ont une durée de vie qui est limitée. Donc quand elles arrivent dans le foie, les hématies qui ont dépassé leur durée de vie vont être dégradées, et l'hémoglobine qu'elles contenaient va également être dégradée et va être transformée en bilirubine, donc en pigment biliaire. Donc ce qui est le plus important pour la digestion, ce sont les sels biliaires qui donc vont être acheminés également par le canal cholédoque dans le duodénum. Donc les sels biliaires, leur fonction, ça va être de réaliser une émulsification des lipides. Alors qu'est-ce que ça veut dire l'émulsification des lipides? Ça veut dire que ça va dégrader, les grosses gouttelettes de lipides vont être cassées pour former des petites gouttelettes de lipides qui vont être stabilisées en solution aqueuse par l'intermédiaire de ces sels biliaires qui vont former des petites couronnes comme ça autour des gouttelettes de lipides et qui vont donc maintenir ces petites gouttelettes en solution dans l'eau. Donc émulsification, c'est qu'on va en fait faire à partir de deux phases qui étaient non miscibles, par exemple les graisses se mélangent pas à l'eau, et bien là en les coupant en petites gouttelettes, donc qu'on appelle des micelles, ces grosses gouttes de graisse, et bien du coup elles vont être capables de se mélanger à l'eau. Et quel est l'intérêt de pouvoir faire en sorte qu'elles se mélangent à l'eau? Et bien c'est de les rendre du coup facilement accessibles aux enzymes, puisque les enzymes elles sont dans l'eau. La lipase pancréatique elle est dans l'eau, donc du coup la lipase pancréatique va pouvoir attaquer les lipides qui sont à l'intérieur des micelles, alors qu'elle était incapable d'aller jusqu'à l'intérieur du gros agrégat de graisse. Donc ça va faciliter la digestion des lipides. Donc ce n'est pas une enzyme, ce ne sont pas des enzymes les sels biliaires, ce sont des molécules qui sont amphiphiles, parce qu'elles sont capables, par leur partie verte, de se lier à la gouttelette, et par leur partie rouge, là, elles ont des régions qui vont être solubles dans l'eau.
Donc elles sont à la fois lipophiles et hydrophiles, et c'est comme ça qu'elles vont donc faciliter l'émulsification des lipides. Donc les pigments biliaires, par contre, eux, n'ont pas de rôle dans la digestion, ce sont juste des résidus de dégradation de l'hémoglobine, et plus précisément de l'hème qui constitue l'hémoglobine. Donc la bile, elle va contenir sel biliaire, pigments biliaires, des lipides, de l'eau, et surtout, et c'est important, des ions hydrogénocarbonates qui sont basiques et donc qui vont neutraliser l'acidité du suc gastrique, du chyme gastrique qui est acide. Donc voilà la principale fonction de la bile. Il faut que vous reteniez que ce n'est pas un rôle direct enzymatique, c'est juste que ça facilite la digestion des lipides en permettant leur émulsification en micelles, et ça c'est grâce au sel biliaire. Et l'autre fonction, c'est de neutraliser l'acidité du suc gastrique. Les pigments biliaires, eux, ils proviennent de la dégradation de l'hémoglobine dans les hématies, et plus précisément de l'hème. Donc les sels biliaires, pour résumer tout ce qu'on a dit, eux vont faciliter la digestion chimique des lipides. Pourquoi ? Parce qu'ils vont diminuer donc la taille des agrégats de graisse, donc les grosses gouttelettes vont être transformées en petites gouttelettes, donc on appelle ça une émulsification, et le résultat de l'émulsification, c'est que ça fait une émulsion lipidique, et donc ça va permettre de faciliter le contact entre les lipides et les enzymes, puisque c'est plus facile d'aller jusqu'au centre d'une petite gouttelette que d'aller jusqu'au centre d'une grosse gouttelette, donc du coup ça va augmenter la surface de contact et diminuer la taille des agrégats. Qui vont permettre la formation des micelles, et ces micelles sont stabilisées grâce au côté amphiphile des sels biliaires, qui sont à la fois capables de se lier à la gouttelette par leur pôle hydrophobe, et ils vont se lier à l'eau par leur pôle hydrophile. Donc c'est une représentation schématique, mais qui est bien parlante. Donc voilà pour la fonction de la bile. Alors la fonction du pancréas, on l'a déjà vu en histo, mais ça fait du bien de se rappeler que le pancréas il est constitué de deux types de cellules. Les îlots de Langerhans, qui sont des cellules endocrines, qui vont avoir un rôle du coup de sécrétion d'hormones, qui est complètement indépendant de la digestion. Donc vous n'avez pas dans cette partie-là à parler du pancréas endocrine. Par contre, les cellules exocrines, qui forment les acinies, vont sécréter des enzymes qui vont avoir un rôle du coup dans la digestion chimique des aliments. Donc les enzymes, elles sont situées dans les acinies, et elles vont déverser dans les canaux intralobulaires, interlobulaires, qui vont ensuite se jeter dans le canal pancréatique, et le canal pancréatique va converger avec le canal cholédoque qui amène la bile pour se jeter dans le duodénum. Donc les enzymes, elles sont de nature diverse, elles permettent de digérer l'ensemble des aliments. Et puis vous avez également une sécrétion de HCO3-, donc de bicarbonate, qui va permettre la neutralisation de l'acidité de l'estomac également. Donc quelles sont les enzymes qu'on a dans le suc pancréatique ? Alors vous avez des protéases. Donc les protéases, ce sont des enzymes qui digèrent les protéines. Donc chacune, il y a plusieurs types de protéases, par exemple la trypsine, la chimiotrypsine, la carboxypeptidase. Elles ont toutes des protéines cibles qui sont différentes. Donc ça ne sert à rien de savoir quelle est leur spécificité, il faut juste savoir du coup que ce sont des enzymes, et notamment vous les utilisez beaucoup en biotechnologie pour faire la digestion des lipides, des protéines dans des tubes à essai. Donc ces enzymes, elles sont sécrétées à l'état de précurseurs inactifs par le pancréas, elles ne sont pas actives. Par exemple, la trypsine est sécrétée sous forme de trypsinogène, la chimiotrypsine sous forme de chimiotrypsinogène, et ce n'est que quand elles arrivent dans l'intestin, donc dans le duodénum, qu'une petite enzyme, qui est l'entéropeptidase, qui est située sur la membrane de l'intestin, va les couper, ces précurseurs, pour former les enzymes actives. Et ça doit vous faire penser au pepsinogène qui est activé par le HCl. Là, au lieu d'être le HCl, c'est une autre enzyme qui va les activer. Donc c'est un moyen aussi de contrôler le moment d'activation des enzymes, et du coup les enzymes pancréatiques ne sont présentes et ne sont actives que dans le duodénum. Donc ça c'est pour les protéases. Alors vous avez aussi des amylases qui vont continuer la digestion de l'amidon,
Vous avez des lipases qui vont dégrader les lipides. Vous avez des nucléases qui vont dégrader les acides nucléiques. Donc finalement, un des organes majeurs dans votre digestion chimique, c'est le pancréas. Donc si vous ne pouvez pas vivre sans pancréas, parce qu'au niveau de la digestion, il a un rôle majeur dans la digestion chimique des aliments. Et donc la dernière sécrétion du suc pancréatique, ce sont les ions bicarbonate, HCO3- qui vont neutraliser l'acidité du chyme. Enfin, la dernière sécrétion qui se jette dans l'intestin grêle, ce sont les sécrétions des glandes du duodénum qui sont situées dans la paroi du duodénum lui-même. Et donc, ces glandes du duodénum, elles contiennent notamment des enzymes, comme le pancréas. Mais ces enzymes, en général, elles ont besoin que les enzymes du pancréas aient agi avant pour pouvoir fonctionner. Donc, il faut d'abord finalement que les enzymes pancréatiques digèrent partiellement les aliments en nutriments, enfin en molécules intermédiaires, et après ce sont les enzymes du duodénum qui vont terminer la digestion. Donc elles sont dans la sous-muqueuse et elles sont acheminées par un canal dans la lumière de l'intestin. Et donc les glandes du duodénum vont aussi sécréter du mucus qui permet de protéger la paroi intestinale, comme les glandes caliciformes, et du lysozyme qui a un rôle antibactérien. Donc pour terminer cette partie sur la digestion, voilà un petit peu un schéma bilan de la digestion chimique et de la complémentarité des trois compartiments. Donc si je prends les protéines, elles commencent uniquement à être digérées dans l'estomac par donc la pepsine gastrique. Et donc à partir de protéines, on forme des polypeptides. Ces polypeptides sont acheminés dans l'intestin, dans le duodénum. D'abord sont déversées les enzymes pancréatiques, donc par exemple les protéases, trypsine et chymotrypsine, qui vont former des tripeptides, dipeptides et des acides aminés par digestion de ces polypeptides. Et ensuite, ces tripeptides, dipeptides vont être eux-mêmes reconnus par les enzymes du suc intestinal, je vous ai dit qu'intervenaient après le pancréas, pour former des acides aminés. Et donc, du coup, maintenant, les acides aminés libres vont pouvoir être absorbés, alors que sous forme tripeptide ou polypeptide, il ne pouvait pas y avoir d'absorption. Pour l'amidon, la digestion commence dès la bouche, avec l'amylase salivaire, qui forme donc des dextrines ou des oligosaccharides et du maltose. Ensuite, ça se déplace jusqu'à l'estomac. Et dans l'estomac, il n'y a pas beaucoup d'activité enzymatique. Donc, ça va être acheminé dans le duodénum. Et l'amylase pancréatique, qui est donc sécrétée par le pancréas, va dégrader ces oligosaccharides pour faire uniquement du maltose. Et ensuite, le maltose va être reconnu par les enzymes du suc intestinal, qui intervient après le suc pancréatique. Et donc, elles vont dégrader le maltose en 2 molécules de glucose qui vont pouvoir être absorbées. Dernier type de molécules, vous avez donc les triglycérides. Donc les triglycérides, ils vont partiellement être déjà digérés par la lipase linguale, mais c'est difficile parce qu'en général, ce sont des grosses gouttes d'huile qu'on trouve dans notre tube digestif. Donc la digestion va majoritairement commencer dans le duodénum. Dans le duodénum, donc vous avez d'abord action de la bile. Les sels biliaires vont transformer la grosse goutte en petite goutte. Du coup, ça va favoriser l'action de la lipase qui vient du pancréas, donc la lipase pancréatique. Elle va couper les triglycérides en monoglycérides ou diglycérides et former des acides gras libres. Et enfin, les diglycérides et monoglycérides qui n'ont pas encore été digérés vont être pris en charge par la lipase du suc intestinal, qui agit donc après la lipase pancréatique, pour former que des acides gras et du glycérol qui pourront être absorbés. Donc à chaque fois, on a cette chronologie d'absorption, et donc à terme, on a formation de nutriments, acides aminés, glucose, acides gras, glycérol, qui pourront être du coup absorbés. Donc juste un petit point pour vous dire que votre digestion, elle est activement contrôlée par la sécrétion d'hormones. Donc vous avez dans votre paroi intestinale, je vous ai dit, des glandes endocrines qui détectent l'arrivée du chyme acide. Et notamment, donc quand vous avez le chyme acide qui est sécrété, vous allez avoir sécrétion, enfin qui arrive dans l'intestin, vous allez avoir sécrétion de sécrétine. Et la sécrétine, du coup, qui est représentée ici, elle va stimuler la sécrétion d'ion bicarbonate par le suc pancréatique. Ensuite, vous allez avoir sécrétion de
cholécystokinine, qui elle va favoriser la sécrétion de suc pancréatique, d'enzymes. Donc ça va favoriser finalement la coordination entre l'arrivée des aliments et la sécrétion du suc pancréatique. Et enfin, la cholécystokinine est aussi capable de stimuler le foie et d'induire la libération de la bile dans le duodénum. Donc à l'issue de cette digestion intestinale, vous avez formation dans ce qu'on appelle le chyle intestinal, qui n'est plus le chyme gastrique, maintenant c'est le chyle intestinal. Et donc les aliments sont désormais transformés en nutriments. Donc vos protéines ont été transformées en acides aminés, vos glucides polysaccharides ont été transformés en monosaccharides comme le glucose, le fructose et le galactose. Les lipides sont transformés en acides gras et glycérol pour les triglycérides. Les acides nucléiques qui étaient formés de nucléotides, les nucléotides étant eux-mêmes formés de phosphate, d'ose et de base azotée, vont être transformés donc en phosphate, ose et base azotée. L'eau reste sous forme d'eau, les sels minéraux et les vitamines par contre elles ne sont pas digérées. Et donc tous ces nutriments peuvent donc être du coup absorbés par la paroi de l'intestin grêle. Alors la paroi de l'intestin grêle, elle a une grande surface par les 3 niveaux de repliement, les replis, les villosités, les microvillosités. Donc on estime que si on mesure la surface totale, on a à peu près 600 m² de zone d'échange. Ensuite, il n'y a une seule couche à franchir, donc du coup il y a une faible épaisseur, ça va faciliter l'absorption. Et enfin, vous avez une forte irrigation des villosités, et donc ça va aussi faciliter l'absorption des nutriments. Alors du coup, comment sont absorbés les nutriments ? Ça, je vous renvoie à ce qu'on vient de faire sur le rein, puisque les mécanismes sont très proches, la réabsorption des molécules et l'absorption des nutriments sont très proches. Donc, vous savez qu'il existe 2 types de transports, les transports passifs et les transports actifs. Donc les transports passifs, ils se font dans le sens des gradients de concentration, quand on emmène une molécule dans le milieu où elle est le moins concentrée. Donc soit ça passe directement à travers la membrane, mais pour ça, il faut que la molécule aime les lipides puisque la membrane sont des lipides. Ça peut être à travers un canal. Donc, par exemple, l'eau utilise l'aquaporine pour passer à travers la paroi de l'intestin et être absorbée. Ça peut être à travers des perméases. Donc, par exemple, vous avez des perméases à fructose qui vont prendre le fructose dans la lumière du tube digestif, faire un flip-flop et l'emmener, du coup, vers la circulation sanguine. Donc ça, ce sont des transporteurs qui réalisent, quoi qu'il en soit, une diffusion, c'est-à-dire quelque chose de passif, un transport passif. Donc 3 cas de figure, soit par un transmoteur membranaire, soit par, du coup, diffusion simple, soit par des pores. Et le transport de l'eau à travers les pores, de manière passive, c'est ce qu'on appelle l'osmose. Ensuite, ça peut utiliser un transport actif, dans le sens inverse du gradient. Et donc ça, c'est ce qu'on a vu, par exemple, pour le glucose qui est réabsorbé au niveau du rein. Et bien, sa absorption au niveau du tube digestif repose exactement sur les mêmes mécanismes que la réabsorption au niveau du rein. Donc, la lumière du tube digestif est là, le côté capillaire est là, et là, vous avez un entérocyte avec ses microvillosités. Donc, au niveau du pôle basal, vous avez déjà un transport actif primaire qui va créer un gradient de Na+, en expulsant le Na+, donc là où il est déjà trop concentré. Donc le Na+, n'a qu'une envie, c'est de rentrer. Donc le deuxième molécule importante, qui est sur le pôle apical, du côté de la lumière, c'est le cotransporteur au glucose et Na+. Donc qu'est-ce qui fait ce cotransporteur ? Ce déplacement du Na+, va libérer de l'énergie, qui va permettre au glucose d'être amené dans la cellule où il est plus concentré. Donc c'est un transport actif, mais on dit un transport actif secondaire du glucose, parce qu'il ne repose pas directement sur l'utilisation d'ATP. Par contre, l'ATP a été nécessaire pour créer le gradient de Na+, et donc favoriser l'entrée de Na+. Donc après, le glucose se déplace dans la cellule, et au niveau du pôle basal, du coup, du côté capillaire, vous avez une sortie de glucose dans le sens du gradient, donc c'est un transport passif qui repose sur une perméase. Donc pour les acides aminés, c'est le même mécanisme. Donc je vous renvoie au TD qu'on a fait sur le rein. Donc pour terminer ce chapitre, il faut savoir qu'il y a 2 grandes voies donc d'absorption des nutriments, la voie des capillaires sanguins et la voie des capillaires lymphatiques. Donc au niveau de l'intestin grêle,
en gros, de manière schématique, les molécules qui sont plutôt hydrophiles vont être absorbées dans le sang. Donc l'eau, les sels minéraux, donc ce sont les ions, les petits acides gras, les petits acides aminés, glucose, vont se déplacer dans le sang. Et le premier organe qui va être alimenté, c'est le foie. Le foie, il va faire un tri. Donc ça, c'est pour la voie sanguine, donc plutôt les molécules de nature hydrophile. Et ensuite, pour la voie lymphatique, par contre, ça va plutôt être les molécules, pour les molécules hydrophobes. Donc par exemple, les molécules de vitamines qui sont liposolubles vont principalement se déplacer dans les vaisseaux sanguins lymphatiques qui rejoignent après la circulation sanguine. Alors pour les triglycérides, ils peuvent être reconstitués pour être ensuite acheminés dans la circulation. Donc ici, je vous avais dit que les triglycérides sont digérés pour former de l'acide gras et du glycérol. Ils sont suffisamment petits pour être absorbés par l'entérocyte. Une fois qu'ils sont rentrés dans la cellule, ils vont être réassociés pour former des triglycérides, qui sont du coup réassociés dans l'appareil de Golgi. Les triglycérides vont être plutôt lipophiles, donc ils vont circuler essentiellement dans la lymphe. Mais ils vont pas circuler de manière libre dans la lymphe, ils vont circuler sous forme de particules qu'on appelle les chylomicrons. Alors les chylomicrons, ce sont des gouttelettes, des grosses gouttelettes de lipides. Donc là, en jaune, ce sont tous les triglycérides qui ont été reformés dans la cellule, qui sont agglutinés et mélangés. Et autour de cet amas de triglycérides, il va y avoir une petite capsule, ça fait un peu penser à un virus, de protéines qui vont venir donc emprisonner les lipides. Et ces protéines, du coup, elles sont amphiphiles, c'est-à-dire qu'elles sont capables de lier les lipides vers l'intérieur, mais aussi de se déplacer dans la lymphe, qui est plutôt ces petites particules de chylomicrons là. Elles vont être libérées à travers la paroi, à travers la membrane basale, et elles vont réussir à rentrer dans les vaisseaux lymphatiques, puisque les vaisseaux lymphatiques sont très poreux. Donc ces grosses molécules arrivent à rentrer dans les vaisseaux lymphatiques. Ensuite, ils vont se déplacer et être acheminés jusqu'à la circulation sanguine. Donc ça explique pourquoi la lymphe arrive à transporter des molécules lipidiques. C'est parce que ces molécules lipidiques sont emprisonnées dans des protéines qui, elles, sont capables d'interagir avec l'eau et de se déplacer dans l'eau. Donc les chylomicrons vont être expulsés de la cellule par exocytose et rejoindre les vaisseaux lymphatiques qui sont très perméables. Et ensuite, les vaisseaux lymphatiques se jetteront dans la circulation sanguine, et donc ces chylomicrons pourront être retrouvés également à l'intérieur du sang. Mais par contre, si on regarde les vaisseaux chylifères au niveau de l'intestin, on voit qu'ils sont très chargés en chylomicrons et en molécules du coup lipides. Voici pour cette partie sur différentes fonctions des compartiments du tube digestif. J'espère que ce diaporama vous aura aidé dans la compréhension, et donc vous devez faire le test 2 désormais, qui est en ligne sur Moodle. Je vous remercie pour votre attention. I know I could lie, but I'm telling the truth. Wherever I go, there's a shadow of you. I know I could try looking for something new, but wherever I go, I'll be